suis écouté par beaucoup de gens. Et si je leur dis, il n'y a plus d'espoir, c'est trop dur. Je crois que c'est la première fois que je vous vois pleurer. Moi, je veux que l'on stigmatise. Je suis pour la stigmatisation positive, si vous voulez. Il faut stigmatiser le dealer, il faut stigmatiser le consommateur, le gros bonnet, stigmatiser la racaille. Contre l'extrême droite, ça a été le combat de ma vie. Quand j'étais jeune, c'était y compris avec mes poings. Je suis allé même un petit peu en prison. Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler des médias qui défendent bec et ongle Sarkozy, mais également des larmes d'Enrico Macias. Mais pour commencer, on va revenir rapidement sur l'affaire du petit Émile. Comme vous le savez peut-être, les grands-parents de la victime avaient été placés en garde à vue puis relâchés. Et on apprend qu'au cours de cette garde à vue, ils auraient émis leur théorie concernant le sort du petit garçon. Murés dans leur maison familiale, rideaux tirés, depuis la fin de leur garde à vue hier, les grands-parents d'Émile restent discrets. Mais face aux enquêteurs, Philippe et Anne Vedovini ont exprimé leur conviction profonde, celle que leur petit-fils a été victime d'un accident de la route. Après la mise en situation du mois de mars de l'an passé, effectivement, c'est orienté sur un accident avec un véhicule. Accident avec un véhicule qui aurait pu se passer, une personne qui panique. Une hypothèse renforcée selon eux par les expertises réalisées sur le crâne du petit garçon, qui confirme la thèse d'un acte criminel commis par un tiers, durant lequel l'enfant aurait subi un choc. Le grand-père d'Émile et son épouse sont convaincus qu'un accident de la route pourrait s'être produit à l'extérieur du hameau du Haut-Vernay, un endroit suffisamment isolé pour qu'un choc passe inaperçu. C'est possible, mais c'est très étonnant au vu des éléments qui avaient déjà été communiqués par le procureur il y a un an. Il nous disait qu'il y avait des traces de morsures et de fractures sur le crâne de l'enfant, et que tout cela avait été réalisé post-mortem. Ça annule la thèse de l'accident de voiture, non? Ce soir, le procureur d'Aix-en-Provence livre les premiers résultats des analyses menées sur le crâne d'Émile Soleil. Le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme ante-mortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux. Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Mais c'est encore plus troublant quand on connaît les derniers éléments de l'enquête révélés il y a quelques jours, notamment concernant les vêtements retrouvés. Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Et enfin, de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Je vous préviens, je vais utiliser des mots assez durs. Mais en d'autres termes, si on suit l'intuition des grands-parents tout en prenant en compte les éléments de l'enquête, ça voudrait dire qu'un inconnu serait passé en voiture dans le village sans être remarqué par personne, aurait renversé le petit, puis, pris de panique, aurait emporté le corps dans un endroit propre et stérile, je le rappelle, l'aurait déshabillé parce que les vêtements retrouvés n'étaient pas sur le corps pendant la putréfaction, puis une fois à l'état de squelette, aurait déposé son crâne, quelques ossements et les vêtements près du village. Pourquoi pas? Bref, en parlant d'enquête, on a le multimillionnaire Pierre-Édouard Stérin, celui qui déverse des millions pour financer l'extrême droite, qui est en train de trembler parce que Élise Lucet et Cash Investigation seraient sur ses côtes. Est-ce qu'il aurait quelque chose à cacher? Je trouve qu'on valorise pas assez les chefs d'entreprise pour tout vous dire. Exactement. Écoutez, moi j'ai un petit scoop à vous donner. J'ai Cash Investigation que vous devez connaître. Bien sûr, qui passe son temps à cracher notamment sur les entrepreneurs. Il y a quelques semaines, c'était sur la famille Mullier qui a créé Auchan, qui a créé Decathlon, qui sont des vrais entrepreneurs qui ont pris des risques. Bon là, ils sont en train de préparer un reportage sur moi qui sortira probablement dans quelques jours ou quelques semaines. Et malheureusement, ces gens-là qu'on finance avec nos impôts, ces gens qui dépendent du service public, qu'on finance, crache sur les gens qui, comme vous et moi, financent leur émission. Mais c'est un rapport d'abord à l'argent en France qui est particulier et c'est vrai que on pourrait de temps en temps plus valoriser la prise de risque, plus mettre les gens au pied du mur, moins les assister parce qu'on se rend compte, parce que c'est vrai pour nous tous, quand
on n'a pas d'aide, d'une certaine manière, ça nous oblige, la concurrence, elle nous oblige, c'est jamais agréable. C'est jamais agréable parce qu'on préfère être aidé. Mais tu t'aperçois que quand tu es mis comme cela au pied du mur, bah, tu t'en sors parfois mieux. C'est quand même insupportable ce discours de bourgeois. Ils font comme si être dans une situation de précarité était une chance. Eh bien, j'invite Pascal Praud à se débarrasser de tout son patrimoine et à bénéficier lui aussi de cette chance. Parce que c'est du fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Quand l'émission C'est Médiatique fait un dossier sur Pascal Praud et l'invite, peut-être pour le pousser dans ses retranchements, il n'applique pas ses propres conseils, il fuit. Il y a une émission du dimanche, d'où j'oublie le nom, ils sont en train de préparer un dossier, ils m'ont demandé de venir, C'est Médiatique, me dit Marine Lançon, C'est Médiatique, ils font un dossier pour expertiser notre antenne. Ils m'ont demandé de venir. Je leur ai dit, mais j'ai pas besoin de venir puisque tous les jours je parle, je réponds. J'ai pas besoin de venir. Mais si ils veulent dire que nous sommes pro-russes, ils prendront précisément ce que vous venez de dire. Ils diront, regardez Vincent Herouette. Bon. Et c'est ça qui est absolument... Non mais, je referme la parenthèse. Avant, je le répète, d'être avec Julie... Vous devriez y aller. Non, mais pourquoi ? Parce que déjà, vous ne laisseriez pas votre fauteuil à quelqu'un d'autre qui va encore charger la barre. Mais pour le non, mais contradictoire, ça sert à rien. c'est toujours intéressant de parler. Monsieur Darmanin. Mais non, en plus, non, je n'en fais pas de faute d'attention. J'ai eu le rédacteur en chef hier, il s'appelle Monsieur Dagiral, il est sûrement très... Oui, Thierry Dagiral. Le du Monde, en l'occurrence. Je le connais bien, mon ancien rédacteur chef. Et je l'ai rencontré chez Europe. Écoute, il n'y a pas de souci, mais il va faire un boulot, il n'a pas besoin de moi, puisqu'on en parle tous les jours. Et il y a un autre donneur de leçons qui devrait appliquer ses propres recommandations, c'est Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône, dont le seul fait d'armes est d'aller dans des églises à Marseille pour filmer, stigmatiser et provoquer des migrants. Avec tous les problèmes qu'il peut y avoir à Marseille, notamment concernant la politique et l'utilisation des deniers publics, lui, son credo, c'est trouver le dealer, le sans-papier, et lui mettre sur le dos tous les problèmes de la ville. Écoutez, il y a un chiffre de la préfecture de police, c'est pas un chiffre de Stéphane Ravier, qui est assez parlant. 67% de la délinquance à Marseille, toute activité de délinquance confondue, est le fait des étrangers. Voilà, nous savons, nous, ici, dans les Bouches-du-Rhône, une immigration massive, bien plus massive qu'ailleurs, sans doute, assurément même, et elle a ses conséquences. Là, c'est un chiffre du ministère de l'Intérieur. 50% du trafic de stupes à Marseille et le fait de clandestins. Oui, non seulement ils sont étrangers, mais ils sont clandestins. Quelle est la réponse de l'État et du ministre de l'Intérieur face à cette situation de l'immigration ? Il y a 15 jours, il y a un sondage de l'IFOP qui a été publié. 60% des Marseillais sont insatisfaits de la politique de sécurité du maire parce qu'il continue à ne pas vouloir stigmatiser. Moi, je veux que l'on stigmatise. Je suis pour la stigmatisation positive, si vous voulez. Il faut stigmatiser le dealer, il faut stigmatiser le consommateur, le gros bonnet, stigmatiser la racaille. Il s'en cache même pas, il veut stigmatiser. Et le connaissant et connaissant cette ville, il veut stigmatiser pour stigmatiser. Parce que c'est exactement ce genre de politique qui a mené à cette situation. Tous les investissements de la ville ont été tournés vers les quartiers sud, pendant que les quartiers nord ont été laissés à l'abandon pendant des décennies. Alors oui, un ravalement de façade par-ci, 2-3 toboggans par là, mais comparé à ce qui a été investi dans les quartiers sud, c'est incomparable, et il le sait. Alors c'est pas une excuse à la délinquance, mais organiser la pauvreté et la ghettoisation mène à la délinquance, qu'on le veuille ou non. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il raconte tout ça devant Morandini le délinquant, pédocriminel, et que lui-même, Stéphane Ravier, est un délinquant. Il a été condamné à 6 mois de prison. Vous êtes sur ce plateau car vous avez, cette semaine, été condamné en appel à 6 mois de prison. Pas encore en appel, vous allez faire appel. Voilà, c'était ma question, je suis allée trop vite. 6 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende, 1 an d'inéligibilité pour avoir fait embaucher votre fils aux espaces verts de la ville. C'est ce qui vous est reproché. On a envie de comprendre cette histoire. Vous dites, il a répondu à une candidature. La partie adverse dit, vous avez joué de votre rôle politique pour le faire embauché. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 2014 ? C'est ça, mon Dieu. Eh bien, mon fils a postulé, comme beaucoup de Marseillais, à un emploi à la ville. Et il a suivi la même procédure que les autres, et il a été retenu. Voilà, je ne suis pas à l'origine de l'embauche, et je ne suis absolument pas intervenu pour qu'il soit favorisé. Qu'avais-je à offrir à monsieur le maire et à la majorité en place, qui étaient les seuls décideurs ? Ça, en politique, rien n'est gratuit. Si j'avais demandé une faveur pour mon fils, eh bien, je l'aurais payé, je l'aurais pas payé en monnaie sonnante et trébuchante, je l'aurais payé sans doute en mettant un genou à terre sur le plan politique. Sa défense, elle est ridicule. Alors pour tous ceux qui connaissent Marseille et son fonctionnement,
Je vous laisse préciser en commentaire comment se passent en général les recrutements concernant les emplois de la ville. Et encore mieux quand ton père est sénateur. Mais bon, il faut croire qu'il n'y a que des crapules en politique, en tête Nicolas Sarkozy, qui malgré les preuves et la gravité des faits reprochés, est défendu par tous les médias et tous les politiques, mis à part LFI et l'extrême gauche. Écoutez Sébastien Chenu du Rassemblement national. 7 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité requis contre Nicolas Sarkozy. C'est l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Ce qui interpelle évidemment, ce sont ces 7 ans de prison ferme, donc potentiellement une peine non aménageable. Est-ce qu'un président, un ancien président de la République, potentiellement en prison, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je ne vais pas parler du fond, parce que je ne connais pas le dossier sur le fond, même si j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de traces de financement libyen dans cette affaire-là. Ce que j'en vois de l'extérieur, c'est un réquisitoire d'une violence absolue, avec une dimension d'humiliation. Par exemple la privation des droits de l'autorité parentale, d'empêcher de pouvoir exercer son métier d'avocat. Il y a une dimension d'humiliation et on a l'impression d'un parquet financier, d'un parquet national financier qui est dans une dérive totale. J'essaie de regarder les choses avec une espèce de recul et de froideur. Je dis simplement, le parquet national financier est dans une dérive. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la volonté chez un certain nombre de juges de se payer des puissants. C'est ça la bourgeoisie. Ils veulent une justice d'une sévérité exemplaire pour nous, les gueux, mais quand c'est à leur tour, ils sont prêts à remettre en doute l'institution judiciaire, tout ça pour sauver un des leurs. Quand il s'agit d'un petit voleur de moto, qu'il faut punir sévèrement, attention, les bourgeois vont demander carrément sa tête. Mais pour une affaire de corruption qui a mené au final à la destruction d'un pays, plus le financement étranger d'une campagne présidentielle française, on te dit qu'il n'y a pas de preuves. On parle de jusqu'à 50 millions d'euros, dont on ne retrouve aucune trace. Alors, pour citer Emmanuel Macron, peut-être que Nicolas Sarkozy, c'est le Gérard Majax de la corruption et qu'il arrive à faire passer 50 millions d'euros présumés arrivés de Libye qu'on ne retrouve sur aucun compte, ni chez les prestataires. Le parquet national financier retrouve quelques milliers d'euros en liquide, mais pas 50 millions. Donc, vraiment, là, j'ai l'impression que, et tu l'as dit, faisceau d'indices, il n'y a aucun indice. Ils n'ont pas retrouvé l'argent. Ils n'ont pas retrouvé 50 millions d'euros en 13 ans d'enquête. Et ils vont requérir contre Nicolas Sarkozy. Mais pardon, mais la justice, soit il y a des preuves, soit on a retrouvé l'argent, on a retrouvé l'arme du crime, etc. et on condamne, soit on n'a pas retrouvé les choses. Et là, dans ce dossier, il n'y a pas de preuves contre Nicolas Sarkozy. Et la justice, pour ne pas remettre en cause 13 ans de travail du parquet national financier, pourrait condamner Sarko. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et là, je n'aime pas le dire, mais je crains qu'on ait une justice politique en France. Ces gens-là n'ont aucune connaissance du dossier, ou bien justement, ils le connaissent trop bien. Et c'est bien ça le problème. Parce que les preuves, il n'y a que ça. Dans l'ordre judiciaire, vous savez, un parquet, c'est celui qui représente les intérêts de la société. C'est pour ça qu'on l'appelle le ministère public. Et en effet, a déroulé, déplié pendant 2 jours et demi une montagne d'éléments objectifs, de faits, parce qu'il y a cette légende selon laquelle il n'y aurait pas de preuves dans ce dossier. En réalité, le parquet a expliqué à quel point il y en avait. Je peux citer les archives matérielles de l'agent de corruption présumé Ziad Takieddine, les fameux carnets manuscrits de l'ancien dignitaire libyen Choukri Ghanem, les rencontres secrètes à Tripoli de Claude Guéant et Brice Hortefeux avec un terroriste condamné par la France, les traces de virements bancaires, si ce n'est pas un élément matériel, ça, qu'il y a eu entre la Libye et la France par l'intermédiaire de paradis fiscaux, les notes de services de renseignement, des mails, des écoutes téléphoniques, des retraits en cash, des espèces qui ont circulé en grosses coupures, la location d'une chambre forte par Claude Guéant pendant la campagne présidentielle, et je pourrais déplier comme ça pendant des heures les éléments objectifs du dossier. Donc oui, si le parquet décide et demande une peine de 7 ans de prison ferme, c'est jamais arrivé dans l'histoire politique et pénale française, la corruption, vous savez, c'est 10 ans. Le législateur, quand il a voté la loi de corruption, a estimé que c'était 10 ans. On peut considérer en effet que 7 ans, comme le demande Nicolas Sarkozy, si les faits sont validés par le tribunal, en réalité n'est pas excessif. Posez-vous les bonnes questions sur ceux qui défendent Sarkozy aujourd'hui. C'est pas qu'une question de loyauté. Ils se disent surtout que si un ex-président peut être embêté par la justice, alors ils seront peut-être les prochains. C'est aussi pour ça qu'ils répètent tous qu'on ne peut pas juger un ex-président, comme s'il s'agissait d'une divinité. C'est n'importe quoi.
Mais c'est un argument repris par notre Enrico Macias national. Nicolas Sarkozy, c'est aussi celui que vous avez accompagné dans ces campagnes. C'est vrai, et puis je suis bouleversé de voir comment on traite un ancien président de la République. Je veux pas rentrer dans le domaine de la justice, critiquer la justice ni quoi que ce soit, mais un minimum de respect devant un président de la République, le premier homme de France. Traité comme ça, franchement, on n'a jamais vu ça en France. On n'a jamais vu ça. Alors Enrico était venu faire sa promo, on en reparlera après. Et là, face à 2 sionistes carabinés dont Apolline de Malherbe, il va se passer un moment magique de télévision. Alors qu'il n'a jamais versé une larme pour les enfants du Congo, du Soudan, de Syrie, d'Afghanistan, les enfants soldats ou les Palestiniens, il va se mettre à chialer, rejoint immédiatement par Apolline de Malherbe, qui lui fait un câlin. Les pieds de la terreur qui est partout. Alors Oui. vous gardez la foi, encore, dans vos mots le disent, vos yeux aussi le disent. Vous savez, quand je partirai, j'aimerais qu'on dise ça de moi. Je suis écouté par beaucoup de gens, et si je leur dis, il n'y a plus d'espoir, c'est trop dur. Je crois que c'est la première fois que je vous vois pleurer. Vraiment, alors, je suis désolée, mais c'est vrai que je me dis, Enrico, vous êtes un homme qui dit toujours l'espoir, qui dit toujours le... Et Pourquoi cette angoisse tout d'un coup? Pourquoi ça remonte? Pourquoi ces larmes? Parce qu'on parlait de l'espoir, et il faut pas que il faut que j'ai toujours de l'espoir. Mais ça veut dire qu'en fait, pour vous, en ce moment, il est difficile de le garder. Non, je le garde. Je fais tout pour le garder, quand même. Et puis, encore maintenant, je vois qu'il y a des choses très terribles. Par exemple, les otages qui sont encore aux mains du Hamas. Et il y en a qui reviennent dans des cercueils. Des bébés. On a tué des bébés. Est-ce que vous allez faire des nouvelles chansons? Oui, je suis en train de préparer un nouvel album, justement. Je pars pas, hein. Je reste là. Moi, je reste là. Je reste là. Quand je me rappelle l'interview d'Apolline de Malherbe dans laquelle elle demande à Olivier Faure s'il a une âme, tout ça parce qu'il a été allié à la France Insoumise, il n'y a plus de doute, hein, c'est une militante, on est d'accord. Parce que face à elle, il y a un homme qui a appelé à dégommer physiquement un parti politique. Eh bien, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. En tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non, Enrico Macias, je vous en prie. Non, mais je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Oui. Ne disons pas cela. Et je retire cette phrase que vous n'avez pas pensée. Pour vous. Vous croyez que c'est bien de ce qu'a fait le LFI? Je suis d'accord avec vous, mais la France insoumise, qui n'a pas condamné le Hamas, n'est pas responsable des crimes qui se passent sur le sol. En réagissant comme ça, ils sont complices. Alors on pourrait se dire que c'était sous le coup de la colère ou de l'énervement. Mais quelques jours plus tard, au calme, entouré de proches, il a confirmé ses propos. On va les dégommer. Et Charles va ramener les otages. Et on va les... Voilà, donc comme je le disais, il était venu faire sa promo sur BFM TV et il a lâché le nom de son prochain album. Écoutez. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire. Et vous, qu'est-ce que vous voulez dire là, dans cet album? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? S'il n'y a plus qu'un seul album, qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle « Laisse faire le temps ». Je crois que ça va être le titre de l'album. Oui, laissons faire le temps, c'est parfait comme titre. Viendra un jour où toute la lumière sera faite concernant la propagande pro-israélienne en France et les responsabilités de chacun concernant Gaza. Mais également le Congo, que j'oublie pas, avec le pouvoir français qui est complice de ce génocide. Bref, Enrico disait vouloir laisser une trace.
eh ben, elle sera pas très reluisante, hein, vu que son image aujourd'hui est dégradée et liée à celle de Meir Habib. Meir Habib qui, après avoir fait la nounou pour Batdela en Israël, vient maintenant jouer les commerciaux pour nous vendre le Rassemblement national. Personne ne peut leur donner des leçons de lutte contre l'antisme. Le combat Océane contre l'extrême droite, ça a été le combat de ma vie. Quand j'étais jeune, c'était y compris avec mes poings. Je suis allé même un petit peu en prison parce que les nazis, il n'y a pas la moindre compromission avec ces pourritures. Jean-Marie Le Pen était un antisémite, clair et net. Eux font des efforts. On doit les repousser. On doit leur dire, vous ne devenez pas en Israël, vous êtes Judenreich. Non. Au contraire. Il faudrait faire un livre ou un film sur ce mec. Il est absolument dans tous les mauvais coups. C'est incroyable. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.